Donc, une présentation quand même dense ce matin. On va essayer de rendre ça agréable en ce mercredi matin. D'abord, là, juste pour le fonctionnement, on va essayer de répondre aux questions-réponses, aux questions dans le chat là, à mesure. Si on n'est pas en mesure de répondre aux questions au fur et à mesure, là, il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, on a réservé il y a un 15 minutes de réserve à la fin pour poser des questions. Donc, ça nous fera plaisir d'y répondre. Donc, sans plus attendre, d'abord le plan de notre présentation. D'abord, on va vous présenter la direction, le cheminement d'un dossier, les issues possibles des enquêtes. On va vous donner aussi quelques exemples de dossiers pour mettre ça un peu plus concret. On va parler un peu aussi d'ingérence. C'est un sujet là, qui est quand même au cœur de plusieurs de nos enquêtes avec des mises en situation. Puis, comme je le disais, la période de questions. Donc, d'abord, notre direction. Le mandat de la direction, c'est depuis le projet de loi 49, d'être le guichet unique pour le traitement des divulgations en matière d'intégrité municipale. Plus particulièrement, là, c'est notre direction qui reçoit et traite là, les divulgations concernant les manquements déontologiques qu'un élu ou une élue peut avoir commis, incluant le personnel de cabinet. Les actes répréhensibles également, en vertu de la loi facilitant la divulgation des actes répréhensibles à l'égard des organismes publics. Puis on a aussi le mandat de prendre des actions en déclaration d'inhabilité ou en incapacité provisoire, le cas échéant. On peut mener des enquêtes à notre propre initiative, donc on n'est pas obligé d'attendre d'avoir une divulgation. Notre direction, c'est donc moi, un directeur, l'expérience en droit municipal, l'expérience aussi en plaidoirie pour le procureur général du Québec. J'ai été conseiller municipal aussi, donc je connais la réalité des élus municipaux. Je suis assisté d'un adjoint exécutif et conseiller stratégique. Vous avez ici aussi les deux chefs d'équipe, donc chef recevabilité et renseignement, chef enquête. On a 12 avocats dans la direction qui travaillent aussi en enquête, accompagnés de 6 enquêteurs. Et on a 3 techniciennes en recevabilité, puis une technicienne administrative qui est notre adjointe. Petite présentation de la direction. On a aussi des collaborateurs externes, donc on a des collaborateurs là, avec lesquels on doit collaborer en vertu de la loi, donc Bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal, Autorité des marchés publics, commissaire à la lutte à la corruption, un protecteur du citoyen. Donc, ces collaborateurs-là sont des collaborations obligatoires avec entente obligatoire également. Donc, il y a des comités là, périodiques pour trouver la meilleure façon de traiter les dossiers où nos compétences se chevauchent, ce qui arrive régulièrement. On a d'autres collaborateurs en intégrité publique, donc Élections Québec, avec lesquels on échange régulièrement, l'OBS Québec, commissaire à l'éthique à l'Assemblée nationale, qui joue le même rôle que nous à l'égard des députés provinciaux. Le pôle unique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je trouve important là, de montrer les chiffres parce que je trouve que les chiffres parlent. Donc, avant 2018, là, vous vous rappellerez, avant 2018, il n'y avait pas de compétences en enquête là, données à la commission. Le divulgateur, là, c'était un plaignant à l'époque, s'il constatait un manquement éthique et déontologique d'un élu, il devait faire lui-même la divulgation avec une divulgation assermentée, une plainte assermentée avec la preuve au soutien. Donc, il y avait environ là, 120 plaintes par année. Avec le mandat d'enquête qui a été donné à la commission en 2018, on était à 800 divulgations par année. Puis dans le dernier exercice financier, là, qui est le premier vrai exercice financier où on exerce les compétences conjointes en actes répréhensibles et en éthique et déontologie municipale, on est à 2060 divulgations. Donc, ça montre là, une progression là, de plus de 50 par rapport à l'exercice financier précédant la fusion entre ce qui était à l'époque le commissaire à l'éthique, le commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes du ministère des Affaires municipales qui s'occupait d'actes répréhensibles et notre ancienne direction, la DCE, qui s'occupait d'éthique et de déontologie. Donc, depuis la fusion, 50 d'augmentation de divulgation. 2060, ça apparaît gros. Il faut se rappeler là, que nous, on enquête sur 1100 municipalités, 8000 élus. Donc, ce n'est pas si gros ça comme chiffre. Là. Nous, on travaille avec, dans le fond, le 1 de 1 des personnes là,
ou des situations là, qui sont problématiques dans le monde municipal, ce qui est pas grand-chose, là. C'est la pointe de l'iceberg, en ce sens que c'est une toute petite partie de ce qui est problématique. Donc, puis c'est des gens ou des situations qui nuisent à l'image des élus. Donc, la très grande proportion là, de nos divulgateurs, c'est des élus eux-mêmes qui divulguent des situations problématiques par rapport à des collègues qui nuisent au fonctionnement des municipalités généralement. Donc, on voit là, que sur 2000 divulgations, là, puis c'est des chiffres généralement assez répandus en enquête, c'est-à-dire que des 2000 divulgations, il y en a à peu près 70% qui ne sont pas recevables parce que ce n'est pas notre mandat. On regardera plus tard la recevabilité. Puis de celles qui sont recevables, environ 700, il y en a encore là, un 70% là, qui, au terme de l'enquête, se révèlent non fondées. Donc, on se rend compte là, que il y a une petite portion des enquêtes qui se révèle effectivement une problématique. Puis environ, l'année dernière, 150 dossiers fondés. On a produit 12 rapports, 33 citations déontologiques, donc 25 avec des plaidoyers par lesquels l'élu là, reconnaît qu'il a commis le manquement. Donc souvent, mauvaise compréhension, mauvaise dérapage dans des séances du conseil, dérapage dans des comportements qui font que bon, l'élu se place dans une situation problématique. Puis on a eu aussi 5 actions en déclaration d'inhabilité et en incapacité provisoire, aussi au terme desquelles la majorité, les élus ont acquiescé là, à notre action. Donc on voit là, que on travaille, comme je disais, avec le 1% du 1%. C'est peu de problèmes, mais c'est des problèmes qu'il faut qu'ils soient adressés. Donc, le cheminement d'un dossier, voici le cheminement général d'un dossier qu'on va analyser étape par étape, là. Donc, la première étape, vous le voyez, c'est l'information. Donc, une information, ça peut rentrer de toutes sortes de façons. C'est, comme vous voyez, 2060 divulgations. On peut aussi ouvrir des dossiers à notre propre initiative par exemple, là, des articles dans les médias qui nous mettent en lumière une situation problématique. Mais le divulgateur est au premier plan. C'est lui la matière première là, de notre travail. Donc, j'ai souvent des élus. On peut avoir aussi des initiatives, des personnes anonymes, des employés, des citoyens ou les collaborateurs, là, autres organismes publics qu'on a mentionnés plus tôt. Le divulgateur, je est au premier plan, donc il est protégé par la loi. Son anonymat est protégé. Il est protégé des représailles également. Euh, il peut bénéficier aussi d'un service de consultation juridique offert par le protecteur du citoyen. Donc, le protecteur du citoyen offre un service là, où il y a des heures de consultation juridique qui sont payées par le protecteur. La principale protection là, dont bénéficie le divulgateur, c'est la confidentialité des enquêtes. Donc, on va en parler aussi plus loin. La confidentialité des enquêtes, c'est quelque chose euh, qui est c'est au cœur de notre travail, puis pour toutes sortes de raisons. On va en parler plus loin. Donc, traitement de l'information. Donc, vous avez vu un peu là, le cheminement. Donc, au niveau là, du traitement de l'information, il y a plusieurs étapes, plusieurs filtres. On a d'ailleurs écrit un article là, sur les filtres qui est paru dans la revue Quorum, là, que vous pourrez aller consulter. Donc, les filtres, c'est pour s'assurer justement là, qu'on ne démarre pas des enquêtes inutilement et qu'on s'assure là, qu'on a juridiction. Donc, la première étape, c'est la recevabilité. Donc, il y a différents motifs là, pour lesquels on doit rejeter des dossiers. Euh, la recevabilité est prévue, là, on a des motifs prévus par la loi par lesquels il faut rejeter des dossiers. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait une divulgation à des fins strictement personnelles met en cause le bien fondé d'une décision municipale. Donc, nous, on n'est pas en appel des décisions des conseils municipaux. Quelqu'un qui a une matière qui fait l'objet d'un recours déjà devant une autre instance judiciaire. Divulgation qui est frivole, manifestement mal fondée, vexatoire, une infraction qui n'a pas de conséquences sérieuses aussi. Par exemple, c'est ce type de motifs qui peuvent justifier le rejet au niveau de la recevabilité. Au niveau de l'opportunité d'agir aussi, donc au niveau de la recevabilité, on regarde généralement, là, surtout au niveau des actes répréhensibles, si la municipalité prend la situation en main. Donc, si la municipalité, le problème est traité, donc à l'intérieur de la municipalité, par exemple, un employé qui cause des problèmes ou qui a
poser des gestes qui sont contraires à son propre éthique. Si le directeur général, le conseil municipal prend en charge la situation, nous, on ne s'en mêle pas, on n'a pas, à notre avis, de plus-value dans ces dossiers-là. La pré-enquête, ça peut être, par exemple, là, pour compléter une analyse de recevabilité. Donc, si on a un élément à vérifier assez simple, assez ponctuel pour confirmer ou infirmer que le dossier est recevable, on peut aller en pré-enquête. Donc, ensuite, il y a les enquêtes. Les enquêtes sont encadrées par la loi sur la commission, par la loi sur l'éthique et la déontologie, par la loi sur facilitant la divulgation d'actes répréhensibles et par la loi sur les commissions d'enquête, parce qu'au niveau des enquêtes administratives, on a des pouvoirs de commissaire enquêteur en vertu de la loi sur les commissions d'enquête. Donc, on peut aussi visiter des locaux municipaux, assigner des gens, demander tous les documents qu'on juge utiles. Puis, les gens qui sont sollicités dans le cadre de nos enquêtes ont l'obligation de collaborer. Donc, ça fait pas mal le tour. Nous demande traitement de l'information. Cheminement d'un dossier. Donc, à quoi s'attendre quand le dossier part en enquête? Donc, à quoi s'attendre lorsqu'un enquêteur de la DEPIM vous convoque en rencontre dans le cadre tenu d'une enquête? Donc, le premier contact, c'est un contact généralement qui se fait par un appel ou un courriel. Donc, on sollicite la collaboration des gens, s'assure des disponibilités pour les rencontres. Euh, Plus rarement, ça peut aussi via une assignation à rencontrer les enquêteurs. Donc, le premier contact, là, on vise là, toujours à obtenir une collaboration, puis on l'obtient là, de façon là, très, très, très majoritaire, la collaboration des gens. Donc, les gens comprennent qu'on a un travail à faire, puis ils se rendent disponibles, collaborent à nos enquêtes. Les informations préliminaires sont communiquées. Très peu d'informations sont communiquées au début parce que une enquête, l'objectif et la définition juridique, c'est la recherche de la vérité. Donc, on recherche la vérité. On n'a pas de prémisse quand on part en enquête. Les enquêtes qui concernent un élu peuvent devenir des enquêtes qui concernent l'administration et l'inverse. Donc, c'est ça l'objectif de l'enquête, c'est de découvrir la vérité. Donc, on ne donne pas le sujet parce qu'on est nous-mêmes à la recherche là, de ce qui s'est réellement passé. Ça permet aussi d'éviter d'évoquer le sujet de l'enquête. Ça permet de garder l'enquête confidentielle, qui est, comme je le disais, très importante, notamment pour protéger les réputations des éventuels élus qui seraient visés. Puis ça permet aussi d'assurer une crédibilité des témoins. Donc, on a eu récemment un élu qui n'était pas content qu'on ne lui dise pas le sujet de l'enquête. On l'a rencontré. Puis quand on a fini la rencontre, on lui a fait valoir que il avait répondu à nos questions. Il n'était pas préparé. Sa version était libre et naturelle. Donc, il était totalement crédible, beaucoup plus crédible que s'il avait été préparé. Donc, pour nous, là, sa version donnée librement a permis de terminer le dossier parce que sa crédibilité était beaucoup plus élevée vu qu'il est arrivé non préparé. Puis de fait, là, c'est que c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un en enquête quand la rencontre est terminée, que c'est la seule version qu'on va avoir. Nos cartes sont toujours données. Les gens peuvent nous contacter s'ils ont des documents, des choses qui se rappellent plus tard, des éléments complémentaires qu'ils veulent nous fournir. C'est pas parce que l'entrevue est terminée qu'ils ne peuvent pas nous fournir d'autres informations. On peut les rencontrer de nouveau au besoin. Donc, l'idée, c'est toujours ça, c'est la recherche de la vérité. Puis la façon, on cherche la façon la mieux pour trouver la vérité. Donc, il peut y avoir des assignations qui sont faites. L'assignation, là, c'est une procédure légale par laquelle la personne est contrainte de se présenter. Euh, donc, ça peut arriver dans certains cas où on sent un manque ou un défaut de collaboration. Donc, c'est assez rare. Pendant les rencontres, on permet la présence de l'avocat. Un avocat peut accompagner la personne, donc c'est de l'assistance, c'est pas de la représentation. Donc la personne n'est pas là l'avocat n'est pas là pour répondre à la question, il est là pour assister la personne qui répond à nos questions. C'est la personne qui doit répondre à nos questions. Puis l'avocat doit se rendre disponible là, comme le témoin. Au niveau de la confidentialité, donc je disais, l'objectif, c'est de préserver l'intégrité de l'enquête, de protéger la réputation des personnes visées, puis s'assurer de la crédibilité des personnes rencontrées aussi. La tenue de la rencontre, une obligation de collaborer. Donc, l'obligation, quand on tient une rencontre, c'est simple, la personne se présente, doit répondre à nos questions, donner les documents qu'on sollicite. La seule limite là, à l'obligation de réponse, c'est le secret professionnel de l'avocat. Donc,
c'est l'objectif des rencontres, de chercher d'obtenir la version. On a toujours là, un moment à la fin si la personne veut compléter par rapport aux questions qu'on a posées. Donc, toujours, je le répète, dans l'objectif de rechercher la vérité. Au niveau des suivis, là, je vais laisser Magdala faire une analyse plus exhaustive des suivis. Qu'est-ce qui peut sortir de nos enquêtes? Bien, il peut y avoir un rapport qui donne des conclusions et recommandations de la municipalité. Il peut y avoir aussi des actions subséquentes qui sont recommandées. Par exemple, on a recommandé à quelques reprises là, des tutelles en matière de ressources humaines quand la problématique ciblée était en matière de ressources humaines. Il peut y avoir un observateur qui est dépêché sur les lieux aussi. On peut déposer, si au terme de l'enquête, on constate que c'est des manquements déontologiques là, qui sont prouvés, déposer une citation déontologique dans la commission ou dans les cas plus visés par la loi, ces élections et référendums. Donc, on peut déposer des recours en inhabilité ou en incapacité provisoire. Donc, au terme de toutes ces actions, au terme de ces suites-là, au niveau des rapports, il y a un suivi qui est fait. Donc, il y a un membre qui est désigné, un membre de la commission qui est désigné pour faire le suivi des recommandations ou des actions subséquentes. Si c'est une citation déontologique qui est déposée, il va y avoir une décision de la division juridictionnelle de la commission. Si c'est un cours en inhabilité, il va y avoir une décision de la Cour supérieure. Donc, à ce stade-ci, je vais passer la parole à Magdala qui va faire plus en détail là, les issues possibles. Parfait, merci. En fait, là, les issues possibles, désolé. Parlons tout d'abord là, des champs de compétences. Dans le cadre des issues possibles, là, François vous a parlé des enquêtes, de comment on mène les enquêtes, là, mais bien sûr, à la fin de nos enquêtes, il y a aussi, en fait, il y a les issues, il y a les possibilités de prendre des actions, comme François vous l'a présenté dans le grand tableau. Tout d'abord, il y a ce qui est plus connu, parce que ce qui est plus vieux comme compétence là, au niveau de la direction des enquêtes. Là. Donc, tout ce qui est l'éthique et la déontologie applicable aux élus municipaux et aux membres de cabinet. Désolé, puis je suis dans la gorge, je suis en tête. Donc, vous savez, là, en fait, si vous êtes élu, là, le code d'éthique et de déontologie qui est applicable au sein de votre municipalité. Donc, c'est l'ensemble des règles déontologiques qui peuvent être de notre côté là, sanctionnées ou appliquées. Donc, c'est vraiment le tributaire des règles d'éthique et de déontologie que vous avez dans votre code que la compétence de notre direction va s'appliquer. Vous avez les principales à l'écran. Peut-être vous mentionner là, les plus récentes là, qui ont été en fait imposées dans le contenu minimal des codes d'éthique et de déontologie. Donc, l'atteinte à l'honneur et la dignité de la fonction d'élu, qui est le dernier item dans notre liste, là, qui est depuis le projet de loi 49 qui a été rendu obligatoire. Également, là, tout comportement irrespectueux ou inapproprié et harcèlement de toutes sortes, là, qui est également une règle qui est devenue une règle obligatoire dans les codes de déontologie. Les autres, c'est le contenu standard là, qui s'applique quand même depuis un certain temps, là, 2011. Vous avez des obligations qui proviennent du code. Vous avez également des obligations qui proviennent de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, qui sont des infractions généralement plus graves, qui entraînent également aussi des conséquences plus graves en matière d'inhabilité plutôt qu'une sanction déontologique. Voilà, pour ce qui est de l'éthique et de la déontologie. Autre issue possible, comme François vous en a parlé tantôt, là, il y a des rapports d'enquête qui concluent ou non des actes répréhensibles commis ou sur le point d'être commis à l'égard de l'organisme municipal. Donc, vous voyez à l'écran là, un extrait de l'article 4 de la loi facilitant la divulgation des actes répréhensibles à l'égard des organismes publics. Pour ce qui est des municipalités, donc, qu'est-ce qu'un acte répréhensible? Ça peut être effectivement une contravention à une loi ou à un règlement applicable au Québec, un manquement grave aux normes d'éthique et de déontologie, un usage abusif des fonds ou des biens d'une municipalité, là, un cas grave de mauvaise gestion au sein d'une municipalité, y compris un abus d'autorité, un acte là, qui peut porter atteinte à la santé et à la sécurité d'une personne ou à l'environnement, et le fait d'ordonner, de conseiller une personne de commettre un des gestes. C'est bien important aussi de savoir que les actes répréhensibles, dans ce cas-ci, ça peut être commis par un élu, par un employé, mais également par un fournisseur de services là, de la ville. Autre issue possible, les inhabilités, là, je vous en ai un peu parlé aussi quand on a parlé des règles d'éthique et de déontologie. Donc, les motifs d'inhabilité,
En fait, c'est prévu à la loi sur les élections et référendums. C'est une procédure qui est formulée devant la Cour supérieure qui est saisie du dossier. Les cas possibles, ben, vous les connaissez certainement, mais un peu là, pour revenir sur certains éléments. Bon, il y a abus de confiance, malversation et autres inconduites, qui sont les gestes quand même relativement graves là, en éthique et déontologie. Lorsque, il y a la déclaration d'intérêt pécuniaire qui est écrite, qui est incomplète ou qui contient de faux renseignements. Lorsqu'il y a une question de vote dans lequel l'élu a un intérêt pécuniaire, contrairement au code d'éthique et déontologie où parfois, en fait, où on prévoit l'intérêt personnel, dans ce cas-ci, lorsqu'il y a un vote d'un élu dans lequel il y a un intérêt pécuniaire particulier, à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut être sanctionné d'une inhabilité. Tout ce qui est question d'intérêt dans un contrat avec la municipalité, là, il y a eu des modifications récentes aussi à la loi sur les élections et référendums qui a prévu de nouvelles exceptions, là. Donc, bien sûr, nous allons suivre là, la loi telle qu'elle est rédigée et analyser s'il y a effectivement une problématique en lien avec l'intérêt dans un contrat. Les inéligibilités, donc il y a des règles pour être éligible lorsqu'on est un élu municipal, donc résider sur le territoire de la municipalité. Encore une fois, il y a certains aménagements qui, je crois, sont prévus aussi dans la loi. Donc, on va tenir compte de ces aménagements-là et appliquer les règles d'éligibilité que le législateur a décidé d'adopter. Et finalement, là, le dernier élément qui est le plus récent, là, c'est en fait tout geste qui porte sérieusement atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction. Je reviendrai tantôt avec certains exemples, là, mais on a ajouté un effet de gravité à l'atteinte à l'honneur et la dignité qu'on retrouve dans le Code de déontologie. On a inclus ça dans la loi sur les élections et référendums dans la municipalité pour pouvoir sanctionner d'inhabilité les gestes les plus graves. Donc, voilà. Issue possible également, l'incapacité provisoire d'un élu municipal. Encore une fois, je reviendrai avec des exemples, mais à retenir, c'est prévu dans la loi sur les élections et référendums, c'est formulé devant la Cour supérieure. Dans quel cas, en fait, lorsqu'un élu fait l'objet d'une poursuite criminelle, pénale pour un acte punissable de plus de 2 ans d'emprisonnement, à ce moment-là, la commission peut demander à la Cour de déclarer incapable provisoirement l'élu le temps du procès ou le temps que, par exemple, il soit jugé. Donc, il y a en fait également lorsque le jugement conclut que l'élu n'a pas commis le geste qu'on lui reproche au criminel, à ce moment-là, il va pouvoir reprendre son poste. Ou finalement, lorsqu'il est déclaré coupable, il y aura une procédure par la suite qui va faire en sorte que cet élu-là va perdre officiellement son poste. Autre élément, lorsqu'un élu municipal fait l'objet d'une action en déclaration d'inhabilité pour un geste qui porte sérieusement atteinte à l'honneur et à la dignité, comme je vous parlais un peu plus tôt, à ce moment-là, il est possible pour nous également d'entamer une action en déclaration d'incapacité provisoire pour le relevé de ses fonctions le temps de l'action en déclaration d'inhabilité. Donc, le temps que la Cour soit saisie de notre demande pour le déclarer inhabile. Donc, je passe sur certains exemples là, tirés de la jurisprudence. Je vous ai présenté les cas, en fait, là, je vous ai présenté là, les grands thèmes. Maintenant, avec des exemples, ça va peut-être être un petit peu plus parlant. Donc, premier grand thème, les actions en déclaration d'inhabilité. Je vous présente là, la cause du maire de Chambly. Probablement, certains de vous en ont entendu parler, là, en novembre 2018. Il y a l'émission Enquête, là, lors de l'émission Enquête. Excusez-moi. Bon, oui, il fallait que je reprenne mon souffle. Lors de l'émission Enquête, c'est ça, il y a là, une publication là, à Radio-Canada d'un topo où on entend le maire de Chambly dans un enregistrement. Donc ça, c'est ce qui a déclenché et là, nous recevons nos nouvelles compétences à la CMQ en matière d'enquête. C'est ce qui déclenche le départ de notre intervention. Donc, une enquête assez élaborée qui, en mai 2021, débouche sur une citation en déontologie qui comporte 45 manquements allégués en lien avec les conduites du maire. Donc, il y a eu là, plusieurs demandes préliminaires qui ont été effectuées ou demandées en fait par le maire de Chambly.
Ensuite, automne 2021, la commission obtient la compétence d'intenter une action en déclaration d'inhabilité. Et en fait, en décembre 2021, suite aux procédures, le maire est déclaré inhabile. Il acquiesce à la demande de la commission relativement à son inhabilité. Et en janvier 2022, la commission municipale qui avait entamé une demande, une citation déontologie, met fin au traitement du dossier compte tenu qu'il y a eu une poursuite en inhabilité devant la Cour supérieure. Pardon. Prochaine diapo. Ouais. Je vous parlais tantôt des actions en déclaration d'inhabilité au motif d'atteinte sérieuse à l'honneur et à la dignité de la fonction. Donc, vous avez ici les 4 exemples que la commission a traités. Donc, d'abord, la situation du maire de Sorel-Tracy, qui, lui, a fait l'écoute électronique dans le bureau de son greffier à l'insu de son greffier. Il a été accusé au criminel par la suite. Vous avez un membre du conseil de Saint-Jean de l'île d'Orléans qui, cette conseillère-là, est accusée au criminel de cruauté animale. Donc, à ce moment-là, la commission a entamé des poursuites pour atteinte sérieuse à l'honneur et à la dignité. Également, un membre du conseil de Sainte-Jeanne d'Arc à qui on reprochait d'avoir consommé de la drogue illicite lors d'un événement municipal. Ensuite, le maire de Saint-Sévère, comme probablement vous avez aussi entendu parler dans les médias, là, qui a commis un abus de fonction en consultant les communications privées de sa directrice générale à son insu. Quelques exemples, en fait, au niveau de la déclaration d'incapacité provisoire, là, la commission n'a qu'un seul exemple à vous présenter de dossier qu'elle a entamé. Il s'agit d'un membre du conseil de la ville de Chandler qui, lui, comme je vous disais tantôt, là, lorsque quelqu'un est accusé d'une infraction criminelle, bien, à ce moment-là, la commission peut entamer ce type d'action. C'est le cas du membre du conseil de Chandler à qui on reprochait d'avoir fait des comptes de dépenses présentés à la ville, là, voilà, pour obtenir des remboursements. Donc, on lui reprochait, là, fait suite à une enquête de l'UPAC, on lui reprochait une fraude de plus de 5 000 $, une production de faux et l'emploi d'un document contrefait. Donc, c'est les 3 accusations qui ont été portées contre lui. Donc, au terme de son enquête, la commission là, a eu des discussions avec l'élu qui a acquiescé à notre procédure en déclaration d'incapacité provisoire. Donc, a accepté de ne plus siéger le temps du traitement de ces accusations. Et ben, c'est ce que la Cour supérieure a accepté. Là. Donc, il est déclaré incapable provisoirement jusqu'à la survenance d'un de ces événements, comme je vous expliquais tantôt, soit la date du jugement final qui le condamne, pardon, ou qui l'acquitte, le retrait des procédures ou la fin de son mandat, ultimement. Citation en déontologie municipale maintenant, quelques exemples de dossiers. Donc, on a un exemple là, de l'ancien maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les faits, dans ce cas-ci, c'est, bon, le maire a fait l'embauche d'un ami de longue date comme chef de cabinet. Situation particulière à Saint-Jean-sur-Richelieu, puisque la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu était en bas du montant de population permettant l'emploi officiel d'un chef de cabinet là, prévu dans la loi. Donc, je pense qu'elle flirtait là, avec le 100 000 de population. Mais bon, le maire a quand même engagé cette personne-là comme un chef de cabinet. Le conseil municipal, puis toute comment je pourrais dire, un certain différent là, sur effectivement, était-il chef de cabinet ou était-il, je veux dire, soumis à l'autorité du directeur général. Donc, tout ça a créé des tensions. Puis le conseil majoritaire, bon, et le directeur général ont désiré congédier le chef de cabinet qui effectuait du travail partisan pour le maire. Donc, il s'en est suivi certaines décisions du comité exécutif majoritairement constitué de l'équipe du maire et du maire là, qui, contre le conseil, prenait des décisions qui allaient à l'encontre de celles du conseil. Donc, ces démarches-là, au terme d'une enquête, là, la commission, la DEPM, pardon, a reproché au maire là, de favoriser le chef de cabinet pour le garder en poste, chef de cabinet qui était son ami. Finalement, la commission, ce qu'elle a constaté effectivement, c'est que ces démarches visaient à favoriser indûment le chef de cabinet,
l'employé en question. Et il y a eu là, une suspension de 95 jours qui a été imposée par le tribunal administratif de la commission municipale. Autre exemple de dossier, la mairesse en fait, l'ex-mairesse de Chandler, là, à noter, là, vous allez le voir dans la sanction, là, à noter que Madame la mairesse, à ce moment, ex-mairesse, a fait l'objet d'une troisième enquête, d'un troisième dossier judiciaire là, également à la commission. C'est ce qui explique notamment la suspension. Mais les gestes dans ce dossier-là étaient aussi relativement très graves. Donc, le contexte est le suivant. 2 employés cadres qui ont déposé des plaintes en harcèlement psychologique à la Commission des normes du travail. Ces 2 plaintes-là concernaient la mairesse. Donc, la mairesse, parmi tout ça, il y a eu plusieurs reproches, plusieurs gestes qui lui ont été reprochés. Donc, inciter des citoyens à déposer des demandes d'accès concernant des informations confidentielles. À noter que la mairesse, elle était elle-même responsable de l'accès à l'information au sein de la municipalité. Ce n'était pas le directeur général comme dans certaines municipalités, ce qui ajoutait un facteur de gravité au geste. La mairesse qui a fourni des informations protégées par le secret professionnel à ces citoyens-là suite au traitement des demandes d'accès. Ensuite de ça, divulgation des infos confidentielles concernant les plaignants dans le cadre des dossiers qui la concernaient à des citoyens. Elle a voté contre des résolutions qui visaient à autoriser le règlement des plaintes à la CNSST. La municipalité désirait régler les plaintes avec les citoyens et la mairesse a voté contre ces résolutions-là. Donc, ça la concernait. Elle a voté également contre les résolutions qui visaient l'enquête de la direction du contentieux et des enquêtes, qui est l'ancien nom de notre direction. Donc, pour ces gestes-là, elle a obtenu une suspension de 180 jours. Monsieur l'ex-maire de Saint-Norbert, donc citation déontologie concernant les informations confidentielles, encore une fois. En fait, les faits sont simples. La conjointe du maire s'occupe des correspondances du maire, puisque le maire a certaines difficultés au niveau informatique. La conjointe du maire est secrétaire d'un organisme, dont le service récréatif de Saint-Norbert, avec lequel la municipalité est en litige. Et là, lors des discussions, le maire a donc mis à la disposition de sa conjointe les projets de mise en demeure qui étaient acheminés au service récréatif de Saint-Norbert, alors qu'il s'agit d'un organisme avec lequel la municipalité est en différend. Donc là, la transmission de ces infos confidentielles-là auprès de sa conjointe là, crée une certaine problématique là, au niveau de la municipalité et donc une suspension de 25 jours qui a été imposée. En ce qui concerne l'intérêt dans un contrat, on a un exemple quand même assez récent, le membre du conseil à Saint-Calix. Donc, la conseillère en question, son conjoint occupe le poste de directeur du service incendie. Il y a un projet de régionalisation des services de sécurité incendie qui affecte là, le poste de travail du directeur du service incendie. Donc, la conseillère vote malgré tout sur des décisions qui sont prises pour la régionalisation du service, en sachant très bien que ça l'a affecté. Et puis, dans ce dossier-là particulier, la conseillère avait un intérêt dans le contrat de travail de son conjoint, puisqu'il était démontré que, dans le fond, c'était c'était l'emploi de son conjoint là, qui était le revenu familial dans ces circonstances-là. Il y avait un intérêt au niveau du contrat de travail du conjoint de la question. Il y a une suspension de 35 jours qui a été imposée. En matière de respect, donc aussi un dossier qui nous a fait beaucoup travailler, qui a fait beaucoup jaser probablement aussi dans les Laurentides, donc à Sainte-Adèle. C'est un conseiller là, qui menait une quête de vérité, on va dire de son point de vue. La ville, il y avait beaucoup de reproches à faire à l'égard de la ville là, qui disait-il, était gangrénée de malversation, conflits d'intérêts, contrats illégaux. Ces éléments-là n'étaient pas soutenus par une preuve. En fait, au contraire. Donc, il y a eu des démarches persistantes de la part de l'élu. Et donc, dans ces contextes-là, ces démarches-là ont été entrevues, ont été interprétées comme étant des manques de respect par la commission municipale, le tribunal de la commission municipale. Donc, il a fait du harcèlement auprès d'employés municipaux, il a divulgué des informations confidentielles et les demandes répétées
constituait donc du harcèlement, qui était du manque de respect. Donc, dans ces circonstances-là, l'élu a été suspendu 150 jours. Dans ce cas-ci, à noter aussi que l'élu n'en était pas à sa première suspension. En matière de respect, juste pour vous donner un autre exemple rapidement, il y a le cas d'une conseillère de Pressac. Dans ce cas-ci, c'est pas tant les propos directs qui étaient du manque de respect, mais plus le comportement. Donc, la conseillère criait, tutoyait, pointait du doigt, mettait son poing sur la table, donnait des coups de crayon lors des rencontres. Elle avait une attitude désagréable envers le maire qui, en même temps, était malade. Donc, tu sais, dans le contexte aussi, c'était quand même préoccupant. Bon, elle blasphème, hausse le ton, démontre de l'agressivité. Ces gestes-là ont fait l'objet d'une sanction d'une suspension de 15 jours. Je tombe au niveau des rapports d'actes répréhensibles. Je vais passer rapidement, je vais voir le temps filer, je vais laisser du temps pour ma collègue tantôt. En fait, rapidement, la commission a mené des vérifications à Beauceville. Donc, à la suite des inondations, il y avait un projet d'agrandissement du parc industriel en zone agricole à Beauceville. Problème étant, le maire a procédé là, de lui-même à des demandes de déboisement. Donc, sans que le maire soit mis au conseil, sans que le conseil soit saisi de cette question. Donc, le maire agit sans résolution du conseil. La commission a recommandé de prendre les mesures appropriées afin que le projet suive les étapes préalables identifiées par le consultant et recourir à l'expertise appropriée pour s'assurer du respect de la loi, sa qualité de l'environnement. Dans ce cas-ci, c'est un acte répréhensible à l'égard de l'environnement qui avait été commis. À Sainte-Julienne, le maire est propriétaire d'une société, d'un terrain, un camping d'une superficie de 41 hectares. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a eu le développement résidentiel dans une zone non permise. Puis quand on parle de développement résidentiel, on parle de plusieurs résidences sans demander les permis. Donc, c'est une situation relativement, en fait, très préoccupante. Un dossier aussi quand même assez questionnant qui a fait en sorte là, que nous avons agi et a demandé à ce que les mesures correctrices ou punitives qui s'imposent soient faites, puis veiller à l'application des règles en matière d'urbanisme de ce côté-là. À Sainte-Monique, sujet toujours très intéressant, l'utilisation des cartes de crédit par un élu municipal. Donc, c'est en fait la situation de l'utilisation des cartes de crédit par un élu, c'est préoccupant, puisque, l'élu, dans ce cas-ci, les dépenses ne sont pas soumises au conseil, ils sont autorisés avant également. Donc, dans ce cas-ci, là, à Sainte-Monique, la commission la DEPM a fait une intervention et a conclu là, que l'utilisation par un élu faisait en sorte d'excéder les fonctions de l'élu en question là, au niveau de la municipalité. La ligne qui doit être suivie, c'est que les dépenses doivent être autorisées au préalable par le conseil dans ces cas-ci, parce qu'on n'est pas en cas non plus d'urgence. Donc, on a demandé dans ce cas-ci le retrait de toute carte de crédit émise au nom d'élu et on a demandé de prévoir au code, on a recommandé de prévoir au code une règle de conduite qui vise à prévenir l'ingérence des élus également. À Saint-Tech, on a une problématique qui nous a été également soumise au terme d'une enquête. Là, on a constaté que le maire là, qui échangeait directement avec un consultant externe qui devait mener une enquête en matière d'harcèlement psychologique. Et lors de ces interventions, le maire n'avait pas l'accord préalable du conseil pour faire les interventions auprès du consultant. Ce qu'on a vu également, c'est que le maire n'a pas fait preuve de prudence et d'impartialité. Il a influencé le consultant dans la réalisation du mandat qui lui était dû. D'autre part, on avait certains questionnements sur les compétences du mandataire, de la personne, du consultant qui avait été embauché. Donc, nos conclusions, c'est qu'on est arrivé aux conclusions qu'il y avait non-respect de la politique de prévention de harcèlement et que c'était un cas grave de mauvaise gestion et un abus d'autorité dans les circonstances. Il y a eu 2 recommandations qui ont été formulées, un accompagnement par la commission municipale, par des membres de la commission municipale et de mandater un tiers neutre afin de procéder à une enquête de recevabilité
correctement des plaintes en harcèlement en bonne et due forme et au besoin une enquête sur l'existence de harcèlement. À ce stade-ci, je vais passer la parole à ma collègue Kim Rubin. Merci beaucoup. Maintenant, on va aborder la question de l'ingérence. On l'avait annoncé là, dans le cadre de la présentation au départ. On désirait aborder avec vous cette question-là puisque de plus en plus, on traite des dossiers en matière d'ingérence. Il nous apparaissait donc pertinent d'aborder la question avec vous et de se demander quand les comportements d'ingérence, en fait, peuvent devenir soit un manquement au code d'éthique et de déontologie, soit un acte répréhensible ou encore pourrait devenir un motif d'inhabilité, les trois notions dont vous ont parlé Nicolas et François précédemment. Donc, l'ingérence, essentiellement, on le sait, c'est quand un élu s'immisce dans les rôles et responsabilités que la loi va confier à l'administration. C'est important de savoir d'entrée de jeu que notre prétention n'est pas à l'effet que chaque conduite d'ingérence, chaque incartade en matière d'ingérence est nécessairement problématique. On est très conscient que dans le feu de l'action, il peut arriver qu'un élu prenne rapidement une décision, pose un acte là, qui constitue de l'ingérence sans pour autant que tout ça devienne problématique. Alors, comme dans tout, ça devient une question de jugement. Par contre, c'est important de bien saisir que dans certaines circonstances, l'ingérence peut mener à des conséquences fâcheuses et non souhaitables, que ce soit autant pour les élus que pour les fonctionnaires, que pour la municipalité elle-même. Donc, rapidement, pour un élu, par exemple, on pourrait se retrouver face à une situation où justement, on fait l'objet d'une enquête en matière d'actes répréhensibles et on se retrouve finalement par notre conduite à avoir posé un acte répréhensible à l'égard de la municipalité. On peut se retrouver aussi dans une situation où on a commis un manquement au code d'éthique et de déontologie ou encore on fait l'objet d'une déclaration, d'une action en déclaration d'inhabilité. C'est jamais intéressant là, de se retrouver dans cette posture-là, évidemment. Il est aussi possible que la conduite, et là, on n'abordera pas cette question-là aujourd'hui parce qu'elle ne fait pas partie nécessairement du mandat de la commission, mais ait des conséquences sur le plan criminel ou pénal. On a eu l'affaire en 2020, Gingras, où le maire d'une municipalité s'est vu accusé et reconnu coupable d'abus de confiance parce qu'il avait conclu des contrats au nom de la municipalité, ce qu'il ne devait pas faire. Et il y avait une dimension criminelle là, finalement à ce dossier-là. Donc, c'est quand même important de savoir que ça existe. Et à titre de conséquences fâcheuses aussi pour l'élu, un élu, par exemple, qui, par sa conduite d'ingérence, s'immiscerait dans un processus d'adjudication et de passation des contrats de manière à ne pas respecter les règles, pourrait se trouver engagé solidairement envers la municipalité des pertes ou des préjudices qu'elle a subis des conséquences du non-respect. Donc, on ne souhaite pas ça. C'est pourquoi on va regarder davantage là, les règles de ce que comportent les risques en matière d'ingérence. À titre de conséquence, toujours quand on parle des fonctionnaires, bien évidemment, tension, inconfort dans le milieu de travail. Faut savoir aussi que le DG, quand il voit qu'il y a une émission de la part du politique dans l'administration, a le devoir, l'obligation d'agir à titre de rempart entre le politique et l'administration. Donc, le fait d'agir dans le cadre de conduite d'ingérence fait en sorte qu'on met en action cette obligation-là de la part du DG qui, dans ses obligations, on va être obligé de freiner l'élu et évidemment, c'est pas sans causer certaines tensions. Et on a également la mise en œuvre de l'obligation du directeur général, de la directrice générale, de dénoncer la situation à la commission municipale dans la mesure où il considère que là, la conduite d'ingérence se rapporte à un acte répréhensible. Puis évidemment, pour la municipalité, l'ingérence de ce qu'on remarque de nos dossiers va créer souvent un dysfonctionnement, un climat de tension, des départs d'employés dans un contexte où, vous le savez, là, je pense que vous êtes aux prises avec ces réalités-là. On est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, de façon générale, les conduites d'ingérence, même si des fois, elles donnent au premier abord une impression, un sentiment d'efficacité. Hein? On a l'impression qu'on va vite, on règle des dossiers.
elle peut quand même créer des inconvénients qui font en sorte qu'au bout du compte, le gain qu'on pense avoir fait à la base, finalement, se retrouve à être une perte là, pour la municipalité. Donc, la clé de tout ça, et on va en arriver au vif du sujet, c'est de maîtriser qu'est-ce que c'est exactement l'ingérence et essentiellement qu'est-ce que sont les rôles et responsabilités de chacun. Parce que l'ingérence, c'est quand un élu s'immisce dans les affaires qui ne relèvent pas de ses rôles et responsabilités. Et donc, ça va être important de bien les cerner, ces rôles et responsabilités-là, de bien les maîtriser. C'est ça la clé. Évidemment, dans le feu de l'action, puis au jour le jour, c'est pas toujours évident là, de déterminer à chaque fois, puis de qualifier à chaque fois dans quelle situation on est. Ça pose quand même certains défis d'application, mais mieux on comprend les rôles et responsabilités, plus on est à même de bien identifier là où on doit exercer pleinement les siens et là où commence la sphère de l'autre. Puis par ailleurs, d'être capable de discuter aussi avec les autres personnes quand il y a des accros, mais d'être capable d'en discuter puis de dire, OK, ici je vais reculer, puis ici je vais te laisser avancer puisque on est chacun dans nos rôles et responsabilités. Donc, en ce qui concerne les membres du conseil dans un premier temps, bien, les rôles et responsabilités vont pas être spécifiquement prévus dans les diverses lois qui les gouvernent, mais s'infèrent davantage des dispositions qui encadrent le fonctionnement des municipalités, c'est-à-dire que la loi prévoit que les municipalités sont administrées par le conseil qui s'exprime par des résolutions adopté par ses membres lors d'une séance publique. Donc, essentiellement, ce que ça signifie, c'est que les conseillers ne peuvent pas agir sur une base individuelle, à moins d'en avoir été clairement mandatés par une résolution, par exemple, des membres du conseil, résolution qui, encore une fois, doit avoir lieu dans une séance publique. Ça veut dire non pas dans un caucus ou dans le cadre d'une réunion de travail, à titre d'exemple. Le conseil ne peut pas non plus déléguer l'ensemble de ses responsabilités à un seul membre du conseil. Ce serait faire en fait le contraire de ce que la loi vient prévoir essentiellement. Et dans ce contexte-là, ce qu'on voit souvent, à titre d'exemple, c'est des conseillers, par exemple, qui vont se voir confier certaines responsabilités dans le cadre de la tenue de comités. Et c'est important de comprendre que ces situations-là, souvent, elles deviennent un risque pour la municipalité parce que certains élus vont avoir la fausse impression que, étant membre d'un comité, ils deviennent investis du pouvoir de prendre certaines décisions ou encore de donner certaines directives. Et c'est important de comprendre que ces comités-là ne doivent être que consultatifs. Donc, on devient, par exemple, comme élu, un expert de certaines questions, de certains dossiers, et on va être appelé à faire des recommandations au conseil qui, lui, va prendre les décisions. Donc, par exemple, on travaille avec la voirie. Il n'est pas question, dans le cadre de notre rôle de membre du comité, de donner des instructions, par exemple, au directeur des travaux publics. Ça ne fonctionnera pas comme ça, puis on va le voir plus tard. Ce rôle-là, évidemment, il appartient au directeur général. Et finalement, les élus, les membres du conseil, en fait, n'ont pas le pouvoir de dépenser. Ils vont plutôt adopter des politiques, des orientations, des règlements pour la municipalité. Ils vont lier la municipalité contractuellement. Ils vont procéder aux embauches, aux suspensions, aux congédiements et ils vont désigner les fonctionnaires autorisés à délivrer les permis et les autorisations. En ce qui concerne le chef ou la chef du conseil, c'est-à-dire le maire ou la mairesse, là, c'est un peu différent. Le maire ou la mairesse va se voir investi de certains pouvoirs de surveillance, d'investigation et de contrôle, qui est un pouvoir très large, je dirais. Par contre, encore faut-il qu'il soit correctement exercé, c'est-à-dire que le pouvoir de surveillance, d'investigation et de contrôle ne fera pas en sorte qu'on peut, par exemple, administrer la municipalité, donner des directives. L'idée, c'est de surveiller les affaires de la municipalité et de s'assurer, par exemple, que les résolutions qui ont été prises par les membres du conseil en séance publique sont bien mises de l'avant par l'administration. Par contre, ça ne permet pas de donner des directives. Donc, un maire ou une mairesse, par exemple, qui aurait
certaines préoccupations en lien avec un dossier, est tout à fait autorisé de demander le dossier, de demander l'information nécessaire pour comprendre. Par la suite, par contre, le traitement de cette information-là, si on désire aller de l'avant avec des directives ou avec des réorientations de dossiers, c'est soumis au conseil qui, lui, par la suite, va prendre une résolution à cet effet-là, à titre d'exemple. Le maire ou la mairesse a le pouvoir de suspendre des employés sans traitement. Quand on est régi par le code municipal, il est important de savoir qu'on doit avoir un règlement à cet égard pour saisir le maire, la mairesse de ce pouvoir-là. Évidemment, le maire, la mairesse préside les séances du conseil, maintient l'ordre et le décorum et décide des questions d'ordre. Et le maire, la mairesse, exceptionnellement, ont pouvoir de dépenser et de contracter en cas de force majeure. Sur la force majeure, rapidement, là, on ne pourra pas aller trop dans le détail parce qu'on n'a pas le temps de le faire ce matin, mais c'est important de comprendre qu'il faut qu'on corresponde à la définition de force majeure dans la situation à laquelle on fait face. Ce qui veut dire, par exemple, que le fait qu'il neige en hiver, ça ne peut pas être invoqué comme étant de la force majeure. Par exemple, on a vu des dossiers où on a mal planifié, où on a mal organisé le déneigement, puis là, on se retrouve dans une situation qui est difficile. Le maire, la mairesse décide de contracter rapidement pour régler la situation, mais il ne s'agirait pas ici d'un cas nécessairement de force majeure, puisqu'on n'est pas dans une situation imprévisible, on est plutôt dans une situation où la planification aurait été mal effectuée, à titre d'exemple. Maintenant, le directeur général, la directrice générale, bien évidemment, on a ici le fonctionnaire principal de la municipalité et c'est sous les ordres du directeur ou de la directrice générale que travaillent les employés. C'est envers elles, eux, qu'ils ont un devoir de loyauté. Je le disais tout à l'heure, le rôle fondamental du directeur général, c'est d'être un rempart entre le politique et l'administration. C'est lui l'intermédiaire entre le conseil et les employés, essentiellement. Et il doit défendre ses employés face aux ingérences des élus. Et ça, c'est tellement vrai que dans l'affaire, là, j'ai la Croix contre l'Assomption, mais je pense que c'est une erreur. Il me semble que c'est Lafont. Ça se peut-tu? Non? Bon, c'est la Croix? La Croix contre Chambly. Contre Chambly, c'est ça. OK. Il y a clairement une erreur. Je savais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est tellement vrai que dans l'affaire Lacroix contre Chambly, on a confirmé le congédiement d'un directeur général du fait justement qu'il n'avait pas agi devant l'ingérence de l'élu. À ce moment-là, c'était le maire. Donc, c'est une obligation et il se doit de le faire à tel point qu'il pourrait être congédié pour ne pas l'avoir fait. Et il appartient évidemment aux fonctionnaires de la municipalité, quand on parle des fonctionnaires qui relèvent du directeur général, de mettre en œuvre les décisions municipales adoptées par résolution ou par règlement. Donc, le maire seul, le conseil ne peut pas agir à la place du fonctionnaire ou des officiers de la municipalité. Maintenant, on désirait justement aborder avec vous la question de savoir quand exactement l'ingérence, les conduites d'ingérence pourraient se qualifier d'un acte répréhensible. Nicolas vous le disait là, d'entrée de jeu, pour qu'on ait un acte répréhensible, il faut avoir l'une des situations suivantes qui essentiellement sont prévues à l'article 4 de la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, la LFDAROP. Souvent, l'ingérence va se qualifier comme étant une contravention à une loi ou à un règlement parce qu'elle ne respecte pas les dispositions, par exemple, du Code municipal en matière de rôle et responsabilité. Souvent, la conduite d'ingérence va flirter dans un contexte de cas grave de mauvaise gestion au sein d'une municipalité, par exemple. Je vous dirais, c'est souvent les dispositions là, qu'on va voir s'appliquer en matière d'ingérence. Je vous donne quelques exemples. J'en aurais beaucoup parce que, bon, depuis 2 ans, on a traité déjà le 9 situations dans lesquelles on a conclu qu'il y avait de l'ingérence dans un contexte d'actes répréhensibles. Donc, vous pouvez par ailleurs consulter notre site Internet sur lequel ces rapports-là sont publiés. Ça peut toujours être intéressant de voir des exemples d'applications. Mais très rapidement, municipalité de Caplan,
On n'avait plus de directeur, directrice générale et finalement, on avait attribué une rémunération additionnelle de 50 000 à la mairesse pour qu'elle effectue essentiellement toutes les tâches qui incombaient à la direction générale. Donc, dans ce contexte-là, dans les faits, la mairesse, par exemple, administrait les ressources humaines, prenait charge des projets, planifiait avec le directeur des travaux publics les travaux qu'il avait effectués. Donc, évidemment, la mairesse excédait complètement le mandat qui lui était confié par le code municipal et en était rendue le responsable de l'administration. Donc, elle se plaçait autant dans un rôle d'élu que dans un rôle d'exécutante, ce qui, évidemment, là, n'est pas permis. Donc, il y a eu une conclusion d'acte répréhensible. J'ai oublié de mentionner par ailleurs que l'acte répréhensible devant être commis envers la municipalité, il faut que l'ingérence génère une forme de préjudice ou d'inconvénient à la municipalité pour qu'on conclue à l'existence d'un acte répréhensible. Donc, est-ce qu'on a désorganisé la municipalité, on a créé un climat toxique au sein de la municipalité, on n'est plus en mesure de fonctionner correctement à titre d'exemple. Le dossier, je vais tenter de vous donner un autre petit exemple. Je vais vous donner le dossier de Sainte-Monique où l'enquête démontrait que la mairesse avait de sa propre initiative avec d'autres élus effectué des travaux. Dans ce cas-là, c'était de l'asphaltage. Donc, on avait là, colmaté des trous dans la chaussée et on avait rendu une conclusion dans ce dossier-là à l'effet qu'on avait un acte répréhensible. Donc, comme le mentionnaient François et Nicolas d'entrée de jeu, il y a donc eu un rapport qui a été produit à cet égard. Il est également possible que l'ingérence mène à une citation pour manquement à l'éthique et la déontologie municipale. Quand on est en situation d'ingérence, je dirais, il y a de plus en plus de municipalités qui, en plus du contenu minimal obligatoire que prévoit la loi dont parlait Nicolas tantôt, vont se doter de dispositions claires et spécifiques en matière d'ingérence. Donc, on voit souvent, par exemple, le wording, là, le libellé, où on nous dit qu'un membre du conseil ne peut pas s'ingérer dans l'administration quotidienne de la municipalité ou donner des directives aux employés municipaux autrement qu'à l'occasion d'une prise de décision en séance publique du conseil municipal. Donc, on réitère cette interdiction claire-là, ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir traiter le dossier sous l'angle du manquement à l'éthique, au code d'éthique et de déontologie quand on est face à de l'ingérence. Il y a également dans les conduites qui sont minimalement interdites de par la loi, des éléments qui pourraient être jumelés. En fait, une conduite d'ingérence pourrait équivaloir à ces éléments-là, à ces interdictions-là. Quand il est question, par exemple, d'un élu qui agit de façon à favoriser ses intérêts personnels ou de façon abusive ceux d'une autre personne. Un élu qui utilise, par exemple, les ressources de la municipalité, encore une fois, à des fins personnelles ou pour favoriser de manière abusive une personne ou quelqu'un qui tente d'influencer une décision pour, encore une fois, se favoriser ou favoriser les intérêts personnels d'une personne. Donc, à titre d'exemple, on a vu une situation où l'élu intervient auprès du service de police pour aider une citoyenne à contester son constat d'infraction. La mairesse cherchait à ce que le constat soit retiré et là, la commission municipale a décidé qu'on était allé bien au-delà là, de l'élu qui fournit de l'information ou qui fournit un soutien normal aux citoyens parce qu'on avait tenté ici là, de faire annuler le constat et donc de favoriser une personne de manière abusive. On a également une sanction, par exemple, d'un élu qui aurait insisté auprès d'un employé du service d'urbanisme pour qu'il délivre un permis à un citoyen alors que la demande était incomplète, à titre d'exemple. Donc, vous voyez là, que ces situations-là, là, clairement, là, constituaient de l'ingérence, mais également se rapportait là, à d'autres dispositions à l'effet de favoriser abusivement les intérêts d'un tiers. Donc, nos décisions, encore une fois, malheureusement, je n'ai pas le temps de toutes les parcourir ce matin, mais elles sont disponibles normalement sur notre site Internet.
Et en matière d'inhabilité, ben, quand l'ingérence va toucher des questions, comme j'en parlais d'entrée de jeu, d'adjudication et de passation des contrats, on est dans une situation où on intervient dans un processus alors qu'on ne devrait pas, puis finalement, on se retrouve de façon, en fait, sciemment à ne pas respecter les règles qui sont prévues. On pourrait faire l'objet d'une action à déclaration d'inhabilité. On est actuellement en cours devant la Cour supérieure. On aura une cause là, qui abordera cette question-là et qui va procéder en septembre prochain. Avis aux intéressés là, qui désirent suivre ce type de questions-là. Et la conduite d'ingérence aussi, si elle porte sérieusement atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction, à titre d'exemple, pourrait générer une action en déclaration d'inhabilité. Alors, je pense que on est dans notre temps, mais on n'aura pas le temps de faire des mises en situation par ailleurs. Donc, à moins que je me trompe, nous sommes rendus à la période de questions. On a eu le temps de toutes les répondre dans celles qui ont été posées. Je ne sais pas s'il y a des questions de vive voix. On a répondu à certaines questions dans le chat, effectivement. Si on n'a pas de questions, on peut faire quelques mises en situation aussi. Ben oui, pourquoi pas. Là, je vous ferai pas participer, ça sera pas interactif. Je vais tout simplement donner la réponse. Donc, je vous mets en situation ici dans le cadre d'une discussion avec le technicien informatique de la municipalité. Il informe le directeur général qu'il a donné suite à une demande du maire la semaine dernière à l'effet de surveiller l'utilisation de l'ordinateur du directeur des travaux publics. Donc, à la question est-ce de l'ingérence? Donc, oui, oui, c'en est. La demande qui a été faite ici par le maire va bien au-delà d'une simple demande d'obtention d'informations. À titre d'exemple, on demande de surveiller l'utilisation de l'ordinateur du directeur des travaux publics, qui est par ailleurs une question qui doit faire l'objet de certaines vérifications minimalement là, par la direction générale. Là. On ne peut pas fouiller n'importe quoi, n'importe comment là, en lien avec l'ordinateur d'un cadre, évidemment. Donc, oui, dans cette situation-là, on serait face à une conduite d'ingérence. Est-ce qu'il y a des commentaires, Nicolas François, là-dessus? Je passe à la prochaine. Est-ce qu'il y a des questions des gens Une qui question, assistent? effectivement, de Oui. quelle façon la CMQ peut accompagner une municipalité dans le cas d'une divulgation? Donc, la meilleure façon là, de procéder pour une divulgation, c'est via notre formulaire en ligne. Donc, le formulaire en ligne est sécurisé. Il ouvre automatiquement un dossier dans notre direction. Les gens peuvent aussi appeler là, à notre numéro pour parler à nos techniciens en responsabilité qui peuvent aider dans le cadre d'une divulgation. Mais la façon la plus simple, c'est de la faire en ligne. Donc, nous, si on a juridiction, vous allez être contacté par la suite là, si vous laissez vos coordonnées, puis le cheminement, là, vous allez être accompagné dans le cadre du traitement de ce dossier. On poursuit? Suivant. Parfait. Suivant des demandes d'information faites auprès du directeur général, le maire constate qu'il y a des enjeux en lien avec la prestation de travail du DG. Donc, il convoque une séance à huis clos avec les membres du conseil pour aborder la question de la prestation de travail du DG et identifier des pistes de gestion de performance. Donc, à la question, est-ce que le maire fait de l'ingérence à ce moment-là? La réponse est non. Le maire peut effectivement informer les membres du conseil des enjeux constatés dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de contrôle et de surveillance. Puis le conseil, c'est par ailleurs l'entité qui est appelée à gérer le représentant de la direction générale. Donc, le maire qui procéderait de la sorte agirait tout à fait dans ce qui est permis de faire selon ses rôles et responsabilités. Maintenant, la mairesse nouvellement retraitée à la suite d'une brillante carrière de gestionnaire se charge des dossiers du directeur des finances pendant son absence maladie.
Le directeur des finances n'a pas pu être remplacé en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, est-ce que c'est de l'ingérence ici? La réponse est oui. La mairesse ne peut pas usurper les fonctions d'un employé et même sans égard au fait qu'elle soit ultra compétente, ce qui n'est pas ici remis en question. Par contre, la loi ne confie pas ce pouvoir-là au maire ou à la mairesse. Donc, une autre question, quand une divulgation n'est pas complète, est-ce possible d'avoir plus de précision sur ce qui manque pour qu'elle soit complète? Encore une fois, toujours possible d'appeler ou d'écrire un courriel, avoir demandé des précisions. Plus qu'on a d'éléments, ça nous prend des éléments pour asseoir notre juridiction. Ça nous prend des éléments aussi pour déclencher une enquête. Donc, on ne peut pas déclencher une enquête là, sans motif à l'appui. Ça serait une partie de pêche, là, ce qui n'est pas permis par la jurisprudence. Donc, c'est sûr qu'il faut donner le plus d'informations possible. Si vous considérez là, que la réponse qui vous est donnée ne tient pas compte de certains éléments, on peut regarder avec vous là, la possibilité de voir qu'est-ce que ça nous prendrait pour la compléter. J'aurais Puis, peut-être à... Oh, vas-y. vas-y, François, excuse-moi. Vas-y, non, il y avait une autre question, mais si tu veux Ben, compléter, j'allais ça va. juste préciser sur la nature des informations qu'on fournit dans le cadre d'une divulgation. On va voir parfois l'élu a manqué de respect de façon générale. Donc, c'est important aussi de préciser en quoi il y a eu un manque de respect parce que c'est des notions qui peuvent être à géométrie variable là, d'un individu à l'autre. C'est important pour nous de comprendre là, dans quelle mesure, par exemple, la personne aurait manqué de respect. Donc, les termes qui sont plus génériques c'est intéressant de les détailler par des exemples concrets. Il y avait une autre question, François, je pense. Non, c'est tout. Ah, OK. Ben, je vais poursuivre. Un conseiller siégeant au comité des loisirs fait part de son insatisfaction à la directrice des loisirs. Selon lui, les activités qu'elle a organisées ne sont pas conformes à la résolution qu'avait prise le conseil. Donc, un conseiller adresse directement ses doléances à la directrice des loisirs. Donc, est-ce que c'est de l'ingérence ici? La réponse, c'est oui. Il est vrai qu'un conseiller peut constater qu'il y a un écart entre les orientations du conseil et la façon dont elles ont été mises en application. Par contre, il faut le faire au bon endroit. Puis c'est la direction générale qui a l'autorité sur les fonctionnaires de la municipalité. Donc, individuellement, le conseiller n'a pas ce pouvoir. Mais il pourrait y avoir par ailleurs une décision des membres du conseil qui siègent en séance publique pour réorienter, par exemple, un dossier. Est-ce qu'on a des questions qui... Non. De retour d'un congrès, le maire va voir le directeur général pour lui dire à quel point il est enthousiaste parce qu'il a rencontré un consultant en matière de climat de travail, puis ça donne qu'au sein de la municipalité en ce moment, il y a des enjeux importants qui sont vécus à ce niveau-là. Puis ça fait un petit bout de temps qu'on parle d'embaucher une firme, puis qu'on cherche une firme pour faire un diagnostic de climat organisationnel. Donc, voulant être efficace, le maire a demandé une offre de service au consultant et sur réception de l'offre de service, par courriel, a confirmé que la municipalité allait aller de l'avant avec la démarche et allait embaucher essentiellement le consultant. Donc, est-ce de l'ingérence? Oui, c'est de l'ingérence. Donc, c'est pas la façon de procéder là, en matière, évidemment, d'offre de service et c'est pas le rôle du maire de la mairesse sur une base individuelle là, de procéder là, à à ce type de contrat, là, de promesse de contracter. 2 questions. Avez-vous un service qui répond aux questions? Un élu qui n'est pas certain s'il peut poser ou non un geste, peut-il vous contacter? Donc, nous, on ne peut pas donner de conseils. On n'a pas le mandat de conseil aux élus. Pour ça, il y a les conseillers à l'éthique, donc une liste de conseillers à l'éthique sur le site de la commission. Puis maintenant, en vertu sur l'éthique, la municipalité rembourse un certain montant pour les conseils préalables. Donc, il y a cette possibilité-là. Sinon, nous, on ne peut pas donner de conseils, effectivement. Autre question sur l'élément de la divulgation. Donc, il y a toujours possibilité effectivement de compléter une divulgation par une nouvelle ou de contacter par courriel ou par téléphone. C'est certain que ça nous prend des éléments. Là. Donc, s'il n'y a pas d'éléments suffisants, on ne pourra pas débuter une enquête.
Une conseillère qui siège au comité des travaux publics demande au directeur des travaux publics de changer les étapes de réalisation d'un projet. Oui, il s'agit ici d'une conduite d'ingérence. On ne peut pas là, intervenir de la sorte dans le cadre de la réalisation d'un projet en donnant des directives là, au directeur des travaux publics. Puis, ça se rapporte aussi à l'information que je donnais précédemment en lien avec le comité, par exemple, de travaux publics, qui ne permet pas, par ailleurs, à un élu là, de prendre certaines décisions, donner certaines directives. C'est vraiment un processus qui se veut consultatif, puis qui se veut, en fait, une forme de façon de traiter de l'information pour éventuellement émettre des recommandations au conseil. Est-ce qu'on a des nouvelles questions? Non. Bon. Un conseiller membre du comité de la voirie tient une rencontre d'information auprès du directeur des travaux publics concernant l'avancement d'un dossier. Le conseil était incessamment appelé à prendre une décision sur la gestion future du dit projet et la directrice générale est absente en raison d'un imprévu. Donc ici, on n'aurait pas une situation d'ingérence. J'ai indiqué l'item selon lequel la directrice générale est absente en raison d'un imprévu. Je vous disais, bon, tu sais, les situations parfois là, sont pas nécessairement idéales, mais ne deviendront pas pour autant problématiques, là. Ça peut arriver là, qu'il y ait une rencontre d'information qui soit tenue dans ce contexte-là. Évidemment, dans le dossier, si on avait d'autres circonstances qui venaient accompagner cette situation-là, puis qu'on se rendait compte qu'à chaque fois, l'élu tient des rencontres en l'absence d'un membre de la direction ou qu'il y a un enjeu de conflit ou de tension, on serait peut-être ailleurs, mais ici, la situation ne serait pas nécessairement une situation d'ingérence. Le conseil est insatisfait de la prestation de travail d'un employé en particulier. Le maire donne instruction à la directrice générale de ne pas lui offrir son augmentation salariale, contrairement à ce que prévoit la politique de rémunération qui avait été adoptée par le conseil. Ça serait de l'ingérence, effectivement. Là, le maire ne peut pas donner une instruction de la sorte à la direction générale. C'est elle qui a l'autorité sur les fonctionnaires de la municipalité. Par ailleurs, dans ce contexte-là, elle met en œuvre la politique salariale qui a été adoptée par le conseil précédemment. Donc, elle est tout à fait la directrice générale dans l'exercice de ses rôles et responsabilités, puis le maire ne pourrait pas lui donner une directive semblable. Le maire demande au directeur général de mettre à sa disposition le dossier concernant un projet de travaux d'asphaltage. Est-ce qu'il s'agit ici d'ingérence? Évidemment, non. Le maire a le droit d'obtenir l'information en vertu de son pouvoir de contrôle et de surveillance. C'est tout à fait possible d'agir de la sorte. Alors, on arrive maintenant pour une deuxième fois officiellement à la période de questions. À Mais là, il est 10h15 10h15. Donc, ça n'a pas d'autres questions, mais on pourrait vous remercier pour votre participation. J'espère que ça a été intéressant de votre côté. Donc, voilà. Je ne sais pas si on met fin au webinaire ou...